Bien, nous allons commencer. Donc, je commence par saluer les élus et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux, donc Monsieur Frédéric de Grelan, mais aussi Madame Sylvie Robineau qui est de retour parmi nous. Donc, je salue les membres du gouvernement présents. Je salue la presse et je salue le public qui est venu ce matin. Donc nous allons commencer par faire l'appel pour voir si le quorum est atteint. Monsieur le secrétaire général. Très bien. Madame Arly est absente et donne procuration à Monsieur Moulia Kaaka. Madame Ayawayari. Monsieur Bretenier. Madame Brizard. Madame Délé. Madame David. Présente. Monsieur De Grelan. Madame Detex. Monsieur Jaiwe. Monsieur Dou est absent et donne procuration à Monsieur Ouregay. Monsieur Dounéot. Madame Urisuke est absente et donne procuration à Monsieur Goromido. Madame Falé-Lavaki. Président Frogier. Monsieur Gay. Présent. Monsieur Goa. Monsieur Goromido. Présent. Madame Eo donne procuration à Monsieur Dounéot. Président Népéoun. Madame Lagarde donne procuration à Monsieur Michel. Monsieur Lallier. Monsieur Lanier. Mademoiselle Layouvea donne procuration à Monsieur Pabouti. Monsieur Lazare. Madame Lec. Monsieur Leroux donne procuration à Monsieur Vittori. Sénateur Louis Cotte devrait nous rejoindre. Madame Machoro-Régnier. Monsieur Michel. Monsieur Moulia Kaaka. Monsieur Naislin. Monsieur Naturel donne procuration à Monsieur Lazare. Président Néautine donne procuration à Monsieur Jaiwe. Madame Olen. Monsieur Pabouti. Mademoiselle Pasco donne procuration à Madame Falé-Lavaki. Monsieur Poadja donne procuration au Président Sam. Madame Ponga donne procuration à Madame Délé. Madame Pouja-Poujane donne procuration à Madame Vaillat-Limoin. Monsieur Régent. Madame Robineau. Président Sam. Madame San Mohamed. Madame Siolagadek donne procuration à Madame Lec. Monsieur Song. Monsieur Choeawa donne procuration à Monsieur Goa. Madame Tidjinmae donne procuration à Madame Ayawayari. Monsieur Ouregay. Madame Vaillat-Limoin. Monsieur Vandégou. Monsieur Vittori. Madame Voisin donne procuration à Monsieur De Grelan. Monsieur Wamitan. Monsieur Yeiwene donne procuration au Président Népéoun. Le quorum est atteint, Président. Merci, Monsieur le secrétaire général. Donc j'avais oublié dans mes salutations les membres du gouvernement présents. Donc je vous salue. Voilà. C'était pas intentionnel. Bien, je laisse le secrétaire général faire lecture de l'arrêté d'ouverture de la session extraordinaire. Monsieur le secrétaire général. Arrêté portant convocation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en session extraordinaire. Article 1er. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est convoqué en session extraordinaire le vendredi 25 mars à 9 h et le vendredi 1er avril 2011 à 9 h. Article 2. La présente session extraordinaire ne peut excéder un mois. Et article 3, c'est l'article de transmission habituel. Merci, Monsieur le secrétaire général. Bien, donc nous sommes réunis aujourd'hui, 25 mars, afin de procéder à l'examen de la proposition de délibération fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, proposition déposée par le bureau du Congrès. Donc je vous donne lecture de l'exposé des motifs. Alors, l'exposé des motifs. En application de l'article 121 de la loi organique statutaire, le gouvernement élu le 17 mars 2011 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est démissionnaire de plein droit et l'élection d'un nouveau gouvernement doit intervenir dans un délai de 15 jours. Le nombre des membres du gouvernement compris entre 5 et 11 doit être fixé préalablement à l'élection du gouvernement. Donc la proposition de délibération qui vous est soumise a donc pour objet de fixer ce nombre à 11.
tel qu'il avait été retenu dans la précédente délibération adoptée par le Congrès le 11 mars 2011. Donc voilà, il est proposé de fixer le nombre de membres du gouvernement à 11. Bien. S'il y a des interventions dans la discussion générale, avant qu'on ne passe à la lecture de la délibération, Monsieur Frogier. Monsieur le Président, je m'inscris dans la discussion générale. Oui, Monsieur Rocroi-Mittan aussi. D'autres interventions? Bien. Monsieur Naïsline. C'est tout. Juste 3 interventions. Donc, Monsieur Frogier, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Madame, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, voici que nous sommes réunis pour la 3e fois, en un mois, pour fixer le nombre des membres du gouvernement en vue de l'élection vendredi prochain du nouvel exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Et ce nouveau gouvernement, à peine élu, sera, nous dit-on, considéré comme démissionnaire de fait par le seul caprice d'un homme et de son groupe politique, qui ont décidé de faire tomber systématiquement tous les gouvernements. Alors, Monsieur le Président, je crois sincèrement que la mascarade a assez duré. Il faut que cela cesse. Nous ne supporterons pas indéfiniment ces abus et cette attitude irresponsable. Nous ne laisserons pas faire, je ne laisserai pas faire. Et c'est dans cette enceinte, face à la représentation territoriale, que je veux m'adresser à vous. À vous, Monsieur le Président, qui occupez ce siège au titre de votre appartenance au groupe Calédonie Ensemble. À vous, qui êtes des élus de ce même groupe. Et puis à votre chef, qui aujourd'hui, alors qu'il est membre du gouvernement, est absent. Vous me cherchez, vous allez me trouver, mais ici, dans cette enceinte. Ouais. Parce que c'est ici, dans cette assemblée démocratique, que j'ai décidé de m'exprimer. Devant le Congrès, qui, élu depuis 2 ans, porte la légitimité électorale, et c'est ici que doivent avoir lieu nos échanges et nos débats. Alors je sais que Calédonie Ensemble est plus à l'aise sur un plateau télévisé. Vous aimez le cinéma. Vous en avez fait une de vos marques de fabrique. Et vous savez vous produire. Vous savez vous donner un spectacle. Et sur RFO. Parce que j'ai bien compris que vous vous sentiez chez vous. Mais l'exercice de la démocratie, ce n'est pas un concours de bons mots, ni de petites phrases, ni de formules toutes faites. La politique, la vraie, ne se fait pas sur les estrades ou à coups de conférences de presse. Et chez nous, encore moins qu'ailleurs. Alors, mes chers collègues, nous sommes donc réunis, une nouvelle fois, dans le cadre de la procédure prévue pour élire un nouveau gouvernement. Mais j'ai quand même envie de vous rappeler comment nous en sommes arrivés là. Le 17 février dernier, l'Union calédonienne a décidé de faire tomber le gouvernement pour protester contre l'attitude de son président et la mise en œuvre de l'article 121 de la loi organique qui avait déjà été utilisé à plusieurs reprises par le passé. Ce n'était ni un putsch, ni un coup d'État, ni une manœuvre politicienne. Et je veux répéter ici que le Rassemblement n'est pas responsable de la chute de ce gouvernement, mais que de notre point de vue, elle était inéluctable. Pourquoi? C'est la conséquence de la personnalité de celui
qui, pendant 2 ans, a dirigé ce gouvernement. C'est le résultat de son comportement. Alors qu'il était à la tête d'un gouvernement collégial, il s'est conduit comme s'il en était le chef, alors qu'il n'est que le premier parmi les autres. Alors qu'il était invité à participer au comité des signataires, et c'est pas vieux, il y a moins d'1 an, comme président du gouvernement, il n'a cessé, pendant ce rendez-vous au plus haut niveau de l'État, de s'exprimer pour défendre les positions de son parti politique. Alors qu'il était président du gouvernement, il s'est comporté, et je l'ai déjà dit ici, comme un chef de bande. Dès lors, il s'est disqualifié pour présider le gouvernement collégial et la suite était inévitable. Car, au lieu de tirer les leçons de ses propres insuffisances, il fait de l'agitation au motif qu'il a perdu la présidence du gouvernement. Au lieu de rechercher le consensus, il détourne la procédure. Il utilise certes une faille de la loi organique et il met en œuvre un scénario improbable de démission systématique. Le but avoué, affiché et peut-être assumé, c'est de bloquer les institutions, de créer une instabilité pour obtenir la dissolution du Congrès et l'organisation de nouvelles élections. Mais tout cela n'est pas sérieux. Tout cela n'a aucun sens. Et tout cela ne sert à rien, puisqu'il n'y aura pas de nouvelles élections provinciales avant l'échéance prévue de 2014. Mais c'est une attitude irresponsable qui nous fait courir à toutes et à tous, et qui fait courir à la Nouvelle-Calédonie un risque très sérieux. Pourquoi? L'instabilité institutionnelle, partout, quelles que soient les collectivités, crée toujours un climat délétère qui a des répercussions sur le climat général et singulièrement sur l'économie. Nos compatriotes s'inquiètent de cette agitation car ils ne la comprennent pas. Ils s'interrogent légitimement sur la chute répétée du gouvernement, ils se demandent à quoi tout cela va aboutir. Mais paradoxalement, ce sont les gesticulations d'un seul homme, et largement relayées, qui sèment le trouble et qui créent le doute, alors que la Nouvelle-Calédonie va bien. Tous les indicateurs le disent. Les notes de conjoncture relèvent le niveau élevé du cours du nickel, le bon moral des ménages et la reprise de la consommation, en soulignant que notre croissance restera supérieure à celle des grandes économies occidentales. Alors certes, c'est le luxe d'un territoire aussi privilégié que le nôtre, que de pouvoir s'offrir une crise politique aussi désuète, aussi déplacée, aussi inutile. Et j'avoue que j'ai un peu honte du spectacle indigne que nous offrons dans un monde qui connaît actuellement de telles misères, de tels drames, de telles catastrophes. Alors, Monsieur le Président, tout cela ne peut plus durer. Et je veux m'adresser à vous, à votre groupe, à votre chef. J'en ai marre, Monsieur Philippe Michel, de votre façon de faire de la politique. Vous m'entendez? J'en ai marre de cette façon de faire de la politique qui nous est parfois imposée. J'en ai marre de vos pratiques politiques tordues et d'un autre temps. J'en ai marre de ces manœuvres, de ces manipulations politiciennes, de ces calculs avides, de ces blocages puérils au service de vos intérêts. Il faut en finir aussi avec vos chantages, vos obstructions et souvent vos mensonges, Monsieur de Grélan, souvent vos mensonges. Ces manières sont exécrables, et je vous le répète. Elles desservent l'exercice des missions qui sont les nôtres. Car, avec vos qualités, vous pouvez faire certainement mieux, et en tout cas différemment. Nos compatriotes, eux, attendent et méritent mieux. Alors je vais vous dire quand même ce qui nous différencie, vous et nous. Je vais vous le dire. Je vais vous faire des rappels. Je vais vous dire ce qui distingue notre façon de faire de la politique de la vôtre.
Je ne prendrai que quelques exemples. Lors des provinciales de 2004, au moment des résultats des élections provinciales de 2004, et vous le savez parfaitement, le Rassemblement est arrivé en tête du scrutin de mai 2004, avec plus de 1000 voix d'avance sur le parti que vous représentiez. Cela ne vous a pas empêché de nous écarter complètement et sans aucun scrupule de toutes les responsabilités. Vous avez tout pris. La présidence de l'Assemblée de la province sud, la présidence du Congrès, la présidence du gouvernement. Et encore, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. La présidente du gouvernement à l'époque n'a pu être élue que parce que nous, élus du Rassemblement au gouvernement, avons décidé de voter pour elle de manière à éviter un blocage institutionnel. La situation était injuste. Elle ne respectait pas le résultat démocratique des urnes. Et nous aussi, à l'époque, nous aurions pu tout bloquer. Nous aurions même été fondés à le faire. Mais nous avons choisi de favoriser la stabilité institutionnelle pour éviter une crise politique. De la même manière, en juin 2007, je vais rafraîchir la mémoire aussi, nous avons remporté les élections législatives, Gaël Yano et moi, dans les 2 circonscriptions. Vous voulez que je vous rappelle qui on a eu en face de nous dans les 2 circonscriptions? Vous n'en avez pas besoin? Vous vous en souvenez encore? Au terme d'un scrutin dont vous aviez pourtant fait, et votre chef l'avait fait, la mère des batailles, et que vous aviez présenté, si vous voulez, je vais vous rafraîchir la mémoire, je vais vous sortir les articles de presse, comme un référendum en faveur de votre parti. Eh bien, nous aurions pu réclamer, nous aussi, et la dissolution du Congrès, l'organisation d'élections anticipées. Et à cette époque-là, vous n'avez même pas eu suffisamment d'amour-propre pour reconnaître votre défaite. Mais ça, ce n'est pas notre conception de la politique. Et je prendrai un 3e exemple. C'est celui de ma proposition des 2 drapeaux. Je sais que vous l'avez comprise. Je sais même qu'un certain nombre d'entre vous l'ont admise, ou l'avez admise. Mais vous êtes tellement grisé par le pouvoir et tout ce qu'il vous a apporté ces dernières années, par le statut social d'élu que vous confère votre mandat, que vous avez utilisé depuis 1 an tous les arguments populistes et démagogiques. Vous avez détourné ce geste en attisant les rancœurs, en jouant sur les peurs. Vous avez ravivé les tensions, vous avez exacerbé les divisions, vous avez ranimé les passions les plus sombres et les plus dangereuses de notre histoire récente. D'une proposition qui visait à rassembler, vous en avez fait un sujet de division et vous portez en cela une très lourde responsabilité. Le processus que nous nous attachons à construire est fragile, mais il est précieux, il est délicat. Il ne peut pas s'édifier dans l'agitation permanente. Il ne peut pas se bâtir dans la violence verbale. Il a besoin de confiance, de respect, de sérénité. Notre objectif, et je pense qu'il est partagé aujourd'hui par une large majorité de cet hémicycle, c'est d'ouvrir les discussions sur l'avenir. C'est ce que nous avons acté avec nos partenaires lors du dernier comité des signataires. C'est ce qui constitue aujourd'hui notre feuille de route. Parce que c'est notre conviction que nous construirons notre devenir en commun, ou ne nous le construirons pas. C'est ce que nous a appris notre passé récent, c'est ce à quoi nous invite l'accord de Nouméa. C'est ce qu'a réaffirmé le dernier comité des signataires. Nous sommes obligés de travailler en commun pour définir une solution institutionnelle durable, novatrice, susceptible d'être adoptée par le plus grand nombre. C'est notre responsabilité particulière en tant que signataire de l'accord de Nouméa, mais c'est aussi le mandat que nous ont confié les Calédoniens en confirmant notre légitimité électorale il y a moins de 2 ans, lors des élections provinciales de mai 2009. Alors, certes, je communique moins que d'autres.
Et je m'applique à être sincère, à respecter mes partenaires et mes adversaires, à dire les choses sans langue de bois, quitte à bousculer. J'en ai bien conscience. Et je veux vous dire en quelques mots simples et sincères comment je vois la situation. Quelle idée j'ai de l'avenir de la Calédonie et du chemin à parcourir. Notre pari sur l'avenir est un nouveau pari sur l'intelligence. En Calédonie, la donne politique est unique, mais elle est si particulière qu'elle est à la fois originale et complexe. Une nouvelle fois s'offre à nous la chance d'être innovants et exemplaires. Hier, vous vous souvenez, quand l'espoir vacillait, nous avons fait l'impossible en ouvrant les voies de la conciliation. Aujourd'hui, nous voilà engagés sur le chemin d'un destin commun choisi, un chemin à défricher, mais plein de difficultés. Et pour préparer cet avenir, il faut bien que nous nous parlions. C'est une évidence. Et pendant la campagne, je n'ai rien caché à personne. J'ai clairement fixé comme objectif l'échéance de 2014 et j'ai affirmé en permanence que les discussions sur l'avenir devaient s'ouvrir le plus rapidement possible. Parce que c'était de ma responsabilité. J'ai pris des initiatives pour créer les conditions du dialogue entre partenaires de l'accord de Nouméa, pour amener à la reprise des discussions avec les indépendantistes. Parce qu'à l'inverse, on aurait pu me reprocher de ne rien faire. Et pour y parvenir, il était indispensable de renouer les relations de confiance qui s'étaient effilochées au fil des années. Et c'est dans cet esprit que j'ai fait la proposition des 2 drapeaux. Mais, tout de même, je n'ai rien fait dans le dos de personne. J'ai fait une proposition. Elle a été acceptée par tous les participants au comité des signataires, sauf un. Elle a été approuvée par la grande majorité des élus du Congrès, sauf ceux de Calédonie Ensemble. Elle a été validée par le président de la République, par le Premier ministre. Alors, ne dites pas, on ne peut pas dire que j'ai fait les choses en catimini, que j'ai imposé quoi que ce soit. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, au rassemblement, nos objectifs, nos convictions n'ont pas changé. Je veux que la Calédonie reste dans la France. Je ne veux pas d'une petite nation dans une grande nation qui n'est qu'un faux-né de l'indépendance association. Et quand j'ai dit qu'il fallait purger l'indépendance, cela signifiait qu'il fallait trancher cette question. Parce que trop d'entre nous, chaque matin quand ils se lèvent, se demandent si la Calédonie va être demain ou après-demain indépendante, alors que la grande majorité de nos compatriotes ne le souhaitent pas. Alors, il faut bien que cette question soit tranchée, de façon durable. Nous devons donc être en mesure de trouver ensemble, avec nos partenaires indépendantistes, une solution qui soit acceptée par le plus grand nombre pour construire une Nouvelle-Calédonie largement autonome avec sa propre personnalité. Une Nouvelle-Calédonie que nous, au rassemblement, nous voulons au sein de la République française. Et quand certains dénoncent nos connivences avec les indépendantistes, ou avec l'Union calédonienne, et maintenant avec le Parti travailliste, je leur demande par quelle perversion de l'esprit ils peuvent faire croire que l'on peut concilier nos antagonismes, offrir à nos compatriotes une solution partagée par tous, sans engager le dialogue avec son adversaire politique. C'est un faux procès, c'est une désinformation calculée, c'est une tentative de manipulation. Alors, pour que les choses soient claires, enfin, il n'y a pas de pacte secret. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de volonté de confisquer l'avenir.
Nous ne voulons rien imposer à personne. Pourquoi? Parce que ce sont bien sûr nos compatriotes qui auront le dernier mot. Ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa, et comment imaginer un autre scénario? C'est bien la consultation des électeurs qui sont intéressés, qui sont inscrits sur une liste électorale et qui sont intéressés par leur avenir. Ce sont eux qui auront le dernier mot. Et c'est écrit en toutes lettres qu'entre 2014 et 2018, les Calédoniens seront consultés et ce sont eux qui diront comment ils voient leur avenir. Alors, pour préparer au mieux cet avenir, j'avais la conviction, et c'est vrai que je me suis trompé, que notre famille politique devait parler d'une seule voix et porter un projet en commun. C'est pourquoi, en mai 2009, ça paraît loin déjà, j'ai pris l'initiative de l'entente républicaine en proposant à l'Avenir Ensemble et à Calédonie Ensemble la création d'un grand rassemblement républicain pour ancrer durablement la Nouvelle-Calédonie dans la France. Personne ne pourra me reprocher de ne pas avoir essayé. Je constate simplement que depuis plus d'un an, Philippe Gomès, Calédonie Ensemble, a systématiquement pris le contre-pied de toutes nos initiatives et qu'ainsi, ils ont fait voler en éclats cette entente républicaine. Là encore, c'est de leur seule responsabilité. Et pourtant, je vous l'assure, je croyais que leur chef avait changé. Je croyais qu'il allait comprendre cette nécessité de travailler ensemble et d'unir toutes nos forces. Et ce n'est pas faute d'avoir été mis en garde par ceux qui le connaissaient bien. Mais je croyais qu'il comprendrait que dans ce que nous essayons de construire, il n'y a pas de place pour l'aventure personnelle. Il n'y a pas de place pour l'aventure personnelle. Et c'est vrai. Sur ce point, je le reconnais, je me suis trompé. Alors, je vous ai dit ma vision de l'avenir de la Calédonie, l'idée de son organisation politique, institutionnelle, industrielle. Je ne vous ai rien caché. Et pour y parvenir, le chemin sera long. Mais nous avons peu de temps. Et ce chemin sera difficile. Alors certes, les premières étapes ne sont pas les plus simples. Et je comprends les inquiétudes. Je sais que la levée des 2 drapeaux s'est faite très rapidement, sans contrepartie immédiate, et peut-être sans explication suffisante. Alors je crois qu'il faut continuer à en parler. Je pense que nous devrons engager ce grand débat jusqu'au plus profond de nos quartiers, au plus profond de nos tribus, au plus profond de nos villages, pour lever toutes les ambiguïtés et pour que chacun, et notamment nos partenaires indépendantistes, disent clairement comment ils voient les choses et comment ils répondent à ce geste fort. La route est encore longue, le travail est immense. Et c'est sûr que quand je vois le temps qui passe, le temps que nous perdons, à cause de cette agitation, nous avons tendance des fois à désespérer. Et donc, nous devons sortir au plus tôt de ces épisodes dérisoires. Nous devons mettre un terme à ces blocages artificiels, à ces démissions systématiques et insensées. Plusieurs solutions nous sont offertes par les textes, par le droit, et je crois que nous devons au plus vite proposer une modification de la loi organique pour éviter ces dévoiements de la procédure, pour retrouver la sérénité de nos institutions et faire que cet épisode ne soit qu'un mauvais souvenir. Je crois aussi, Monsieur le Président, mes chers collègues, que nous devons au plus vite retrouver à la tête de nos institutions, que sont le gouvernement, le Congrès, les forces politiques qui ont assumé la responsabilité et le succès du dernier comité des signataires. C'est à ce prix que nous pourrons ouvrir en toute transparence,
que nous pourrons ouvrir en toute transparence les discussions sur l'avenir. L'échéance de 2014 et la sortie de l'accord de Nouméa, c'est dans 3 ans. C'est demain. Nous devons, avec nos partenaires, imaginer une solution consensuelle qui puisse être acceptée par le plus grand nombre et qui sera soumise à la consultation de nos populations. C'est une responsabilité historique qui nous incombe. Je vous remercie. Merci, Monsieur Frogier. Monsieur Ouamitan. Monsieur le Président, mes chers collègues, après la deuxième démission du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès est appelé aujourd'hui à fixer le nombre de ministres au futur gouvernement du pays. Notre groupe, bien sûr, votera le projet de délibération qui nous est soumis pour la 3e fois, estimant que le chiffre maximum de 11 ministres prévu par la loi organique de 1999 est nécessaire pour un fonctionnement normal de cette institution. Mais au vu des déclarations de certains responsables politiques de ces derniers temps, permettez-moi, mes chers collègues, Monsieur le Président, de procéder à quelques petits rappels historiques qu'il est bon de se souvenir afin de ne pas sombrer dans une amnésie qui serait néfaste pour l'avenir de ce pays, dont les populations, dans leur large majorité, souhaitent uniquement une chose, vivre en paix et en harmonie, loin des spectres d'un passé pas si lointain qui a vu notre île passer au bord de la guerre civile. Donc, excusez-moi par avance si ce que je vais dire puisse choquer quelques-uns d'entre vous. Lors de la création du FLNKS le 24 septembre 1984 à l'Océanique à Ducos, Jean-Marie Tshimbaou et Yewene Yewene ont essentiellement présenté 2 choses à l'Assemblée présente à ce congrès constitutif. Kanaki, pour le nom du pays, et le drapeau, formé de 3 bandes horizontales qui sont de bas en haut, vert, rouge et bleu, frappé en son centre d'un disque jaune marqué d'une flèche fêtière noire comme emblème du pays revendiqué. Ces 2 éléments furent adoptés à l'unanimité par les militants présents, car ils représentaient pour le peuple kanak en lutte des symboles forts, permettant de fédérer les énergies afin de s'extraire du carcan colonial pour installer définitivement dans leur vision et leur concept un pays libre et souverain. Avec ce drapeau hissé officiellement par Jean-Marie Tshimbaou le 1er décembre 1984 à la tribu de la Conception, à la suite du boycott actif des élections du 18 novembre 1984, l'étendard du FLNKS scella définitivement le ralliement du peuple colonisé et de ceux qui souhaitaient partager son destin au combat pour une Nouvelle-Calédonie libre et souveraine. C'est recouvert du drapeau du FLNKS que furent enterrés les militants de Tiendanit et d'Ouvéa, les morts de 84 et de 85. C'est au nom de ce drapeau que les responsables du FLNKS engagèrent le peuple kanak et la Nouvelle-Calédonie dans son sillage dans le statut Fabius Pisani. C'est toujours au nom de ces drapeaux que Jean-Marie Tshimbaou signa les accords de Matignon et d'Oudinot en juin 1988. Ce drapeau lui servit ensuite de linceul, ainsi qu'à son compagnon Yewene Yewene, après leur assassinat par Djoubeli Weah, qui mourut aussi pour ce drapeau qui les associa tous les 3 dans la mort pour l'indépendance de leur pays. C'est enfin sous la houlette de ce drapeau que les négociateurs FLNKS de l'accord de Nouméa vont signer le dispositif de l'accord de Nouméa le 21 avril 1998, puis le 5 mai, en présence des plus hautes autorités de l'État français et des personnalités des pays de la région du Pacifique. Ce petit rappel historique pour inviter chacun d'entre nous ici à évaluer le poids, la dimension symbolique et la charge émotionnelle qu'occupe le drapeau kanak dans la conscience politique du FLNKS et du peuple kanak dans sa grande majorité. Vous comprendrez qu'il ne s'agit pas ici d'un vulgaire bout de chiffon, comme on l'a entendu, par ailleurs, mais bien le signifiant d'une nation en émergence en marche vers son destin. Le drapeau kanak offert définitivement au pays le 17 juillet 2010
est l'un des éléments fondamentaux de l'identité du peuple kanak, dont il conjugue l'authenticité au travers de la communauté de destin. Ce rappel permet aussi de se dire les choses, afin de mieux nous comprendre, afin de mieux forger ensemble notre destin commun. Voyez-vous, le peuple kanak, il a cet énorme avantage de connaître, entre guillemets, l'homme blanc, l'Européen français, plus que ce dernier le connaît. En nous imposant la culture française, la langue française, le système social et institutionnel français qui va avec, cela a permis à notre peuple, en fait, de posséder les clés de compréhension du mental de l'agir de l'homme blanc. Il n'en va pas de même de cet homme. Malgré l'armée d'ethnologues, d'anthropologues et de sociologues, l'homme blanc ne connaîtra jamais exactement qui est l'homme kanak. Et je crois que c'est à l'homme kanak de faire l'effort, un effort important que nous avons fait pour vous faire comprendre qui, en somme, nous représentons. Nous sommes des êtres de symboles, nous sommes des êtres de symboles que parfois vous avez du mal à appréhender. Et je vais juste rappeler l'épisode du 12 janvier 2011 à la fois. Ce rappel est aussi pour exprimer deux choses. Le FLNKS demande à chacun de respecter notre drapeau, qui est devenu l'emblème du pays aux côtés du drapeau français depuis l'an dernier. Et mon message s'adresse plus particulièrement au président Gomez et à Calédonie Ensemble. À l'instar des drapeaux des nations du monde, notre drapeau, M. Michel, est digne de respect. Et comme le rappelait souvent l'ancien Premier ministre du Vanuatu, feu le père Walter Lini, il disait ceci, « Respect is honorable ». Il s'agit d'une philosophie de vie, car sans respect, la vie devient impossible. Sans respect, c'est le règne de la violence qui s'instaure. La deuxième chose exprimée par ce rappel est le respect de l'accord de Nouméa. Pour le FLNKS, ce dispositif trouve son fondement dans la revendication kanak, qui constitue la matrice originelle des différents accords depuis Nainville-les-Roches en 1983, au statut Fabius Pisani de 1985, aux accords de Matignon-Dino de 1988 et celui de Nouméa en 1998. Je vais redire une chose, c'est peut-être une litote, mais je vais dire que sans revendication kanak, il n'y a pas d'accord de Nouméa. Il s'agit là du dernier compromis avec l'État français dans la lignée des petits et des grands accords qui ont été passés entre le peuple kanak depuis le 24 septembre 1853, date de prise de possession de notre pays par la France. Et comme je l'ai rappelé, cet accord a été, en ce qui nous concerne, scellé dans le sang versé. Non seulement celui de nos responsables et nos militants, mais j'associe aussi celui des militants de la France, morts entre 1984 et 1988. Et cet accord a été en outre attaché coutumièrement au peuple kanak. Donc au nom du groupe FLNKS, je n'appelle donc au respect du drapeau et de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa n'est pas un jouet dont on peut disposer à sa guise au gré de ses états d'âme. L'accord de Nouméa ne peut être un instrument de violence fût-elle institutionnelle, car il a été conçu pour donner vie et structurer l'âme de notre pays. Si on l'utilise pour régler nos comptes politiques, à ce moment-là, elle peut être synonyme de mort. Car les germes d'une autodestruction existent bel et bien au sein de ce dispositif. Le législateur national en 1999 l'a peut-être voulu ainsi. Il n'en tient qu'aux élus que nous sommes de manier cela avec précaution et avec vigilance dans l'intérêt bien compris de nos populations. Par un petit jeu de démission en démission et en démission répétée à l'infini, le mécanisme peut se bloquer puis exploser. Et qui sera gagnant à ce jeu de massacre? Nous disons-nous, certainement pas le pays. Nos deux autres partenaires de l'accord, le RUM, le Rassemblement et l'État français, l'ont parfaitement bien compris. En parlant de la reconnaissance des deux légitimités,
ils acceptent enfin que nos deux histoires se croisent et s'entrecroisent pour cheminer ensemble vers l'avenir. Le vœu qui a été voté au Congrès consiste ainsi à sceller sans heurts cette posture. Et dans la foulée, la levée du drapeau au commissariat par le Premier ministre François Fillon rend solennel cet engagement. Et cette évolution voulue et partagée par les 3 signataires historiques vise à préparer sereinement les discussions sur l'avenir du pays. Malheureusement, avec tout le respect dû au président du gouvernement sortant, M. Philippe Gomez, ce dernier s'est mis en marge de l'état d'esprit qui s'impose dans ce contexte. Il fait de la levée du drapeau du FLNKS aux côtés du drapeau français pratiquement un casus belli, en rejetant les coutumiers aux frontières de leur tribu et en alimentant dangereusement certaines thèses du Front national. Il se permet de s'opposer à des décisions du comité des signataires, avalisées qui plus est par le président de la République lui-même, Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la plus haute instance de cette nation qu'il ne cesse de revendiquer comme appartenant à cette nation, la France. Suite à l'initiative de l'Union calédonienne, M. Gomez hurle au loup, criant son désespoir par mots et par mots qu'on lui a enlevé son jouet et jurant par ses menaces de blocage institutionnel qu'il se vengerait par un retour aux élections. Prêt qu'il est à pratiquer la terre brûlée pour arriver à ses fins, c'est-à-dire revenir aux commandes de sa petite nation au sein de la grande nation. Mais il n'y a pas le feu à la maison. L'Union calédonienne a tout simplement utilisé l'article 21 de la loi organique 99-2009 du 19 mars 1999, point barre. Ces dispositions ont été déjà appliquées à 3 reprises, 2002, 2004, 2007, et à aucun moment il n'y a eu de scandale politique, de putsch ou encore moins de stabilité institutionnelle. Le changement de gouvernement au cours d'une mandature est une éventualité dans le cadre ordinaire de l'application de l'accord de Nouméa. Il répond naturellement aux exigences de consensus et de collégialité dictées par l'accord. Ne pas comprendre cela, c'est ne pas être habité par l'esprit de l'accord de Nouméa. Au nom du groupe FLNKS, Monsieur le Président, je demande donc solennellement au président Gomez de faire preuve d'humilité et de cesser son chantage au blocage des institutions pour un retour anticipé aux élections provinciales. S'il trouve quelque chose à gagner, ce n'est certainement pas pour l'intérêt général de la population qui, comme je le rappelais, n'aspire qu'à une chose, c'est-à-dire à la paix, à l'harmonie et au vivre ensemble. Persister dans cette voie, c'est mettre le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux. Le ministre Bernard Ponce en a fait l'expérience en 1987 en faisant exploser le statut Fabius Pisani. Il a récolté les terribles fruits de la grotte d'Ouvéa. Le groupe FLNKS et les partis de composants est prêt, Monsieur le Président, à relever le défi s'il s'agit, je dis bien si, il s'agit d'un défi lancé aux indépendantistes. Nous sommes prêts à relever le défi, s'il le faut, d'une contre-manifestation le 2 avril prochain. Si vous pensez défier notre drapeau, symbole de notre dignité, de la lutte du peuple colonisé, le peuple kanak, ce jour-là, je vous invite, en toute amitié, à vous rappeler ce qui s'est passé en 1962 à Alger, le million de personnes qui manifestaient pour l'Algérie française face au général de Gaulle. Cela n'a pas stoppé net le processus d'indépendance. Bien au contraire, cela a accéléré le mouvement, mettant sur le chemin de l'exode des millions de personnes. Donc attention au balbutiement de l'histoire. Jean-Marie Tjibaou l'avait dit en 1983-84, ne sciez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Relevez le défi d'une prise accrue de responsabilité. Nous sommes prêts à le faire aussi au sein des exécutifs à venir, tant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Notre groupe est aussi prêt à relever le défi des élections si le président M. Gomez persiste dans son petit jeu dangereux. Mais il n'assumera pas, notre groupe n'assumera pas d'autres responsabilités que la sienne en cas de dérapage ou de dérive malheureux au-delà de ces élections. Nous sommes porteurs d'un espoir d'émancipation pour notre peuple et notre pays
dans la droite ligne du combat de nos anciens. Cet espoir ne viendra pas se fracasser et s'arrêter net contre l'orgueil et la suffisance de qui que ce soit, car nous sommes comptables d'une histoire qui n'est pas encore achevée, celle de la décolonisation et de l'émancipation de notre pays, persuadés que nous sommes que c'est à notre génération que revient la charge et la responsabilité de fermer cette parenthèse de l'histoire évoquée par l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, celle de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Aux générations montantes, nous nous devons de livrer un pays débarrassé des scories d'un système qui a tant fait souffrir nos anciens, système dont les relents sont encore attisés par certains qui en ont fait leur fonds de commerce politique. Notre objectif de fermer cette parenthèse donc sera le nôtre à l'aube des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie qui doivent trouver la solution à temps, c'est-à-dire dans un temps raisonnable, de façon à ce que l'exercice au droit à l'autodétermination des populations de la Nouvelle-Calédonie, eh bien cet exercice-là se fait dans les meilleures conditions possibles pour que nous puissions trouver notre chemin et notre place dans le concert des nations. Il est donc de la responsabilité du groupe FLNKS que je préside de dire ici que nous sommes réunis pour la 3e fois. Mais nous espérons, Monsieur le Président, qu'il n'y aura pas de 4e fois. En tout cas, nous ferons tout en ce qui est en notre pouvoir pour que ce soit ainsi. Et en votre qualité de président, Monsieur Sam Léonard, et non en tant que militant de Calédonie Ensemble, je vous demande solennellement, au nom du groupe FLNKS, d'agir pour que le gouvernement qui sera en place le 1er avril prochain soit celui de la Nouvelle-Calédonie dans une stabilité retrouvée jusqu'aux élections prévues par l'accord de Nouméa, celles de mai 2014. Merci. Merci, M. Wamitan. Je donne maintenant la parole à M. Nesline. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne suis pas là pour critiquer les uns et les autres. Hein. Je suis un marginal de la politique. Je me suis fait un devoir de marginalité, de manière à être libre de parler comme je le pense. Il m'arrive d'avoir tort, mais je le dis, je suis contre personne dans cette enceinte. Je dis simplement que lorsque nous parlons d'émancipation, il s'agit d'abord de grandir dans ses relations avec soi-même d'abord, ne plus mendier des idées, des choses ailleurs, grandir dans nos relations, nos Kanaks avec les Calédoniens, et grandir dans nos relations avec l'État et avec les pays de la zone. Et là, je pense quand j'écoute dans la presse tout cela, nous sommes en train d'amener le pays à la catastrophe. Nous sommes complètement en dehors de la classe politique, de préoccupation des gens. Mais il y a un fautif là-dedans quand même. C'est ni M. Frogier, ni l'Union calédonienne, ni M. Gomez, mais il y a quand même M. Fillon qui est au début de ça. Voilà un monsieur, le grand monsieur de l'État, qui quitte son bureau. La première fois, vous visitez la Calédonie, et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est de faire quelque chose de contraire à l'accord de Nouméa. C'est pas prévu, les deux drapeaux. Il aurait fallu qu'on discute avant, je ne sais pas, mais à l'époque, j'ai voté disant que je suis indépendantiste, et je pensais être le seul à ne pas avoir été dans le coup. Mais je suis aperçu que c'est le cas aussi des camarades du Palika et puis d'autres personnes. Et ça, c'est pas bien, ça. Et je souhaiterais, moi, que la classe politique calédonienne, tout parti, tout idéologie confondue, nous interpellons quand même M. Fillon. C'est lui qui a dit, voilà, il y a deux drapeaux,
mes interlocuteurs préférés, c'est un tel et un tel. Et puis il y a une circulaire qui suit. Et nous attendons la circulaire qui ne vient pas. Tout la pagaie un peu partout. Je dis, il faut qu'on... Nous réfléchissions à tout ça. Je vous dis aussi que l'accord de Nouméa n'est pas ma Bible. Et puis M. Christac n'est pas mon pape. À plusieurs reprises dans cette enceinte, j'ai évoqué le préambule de l'accord de Nouméa, où il est question de l'identité kanak, mais définir l'imparfait. Dans laquelle aussi la relation du kanak à la mer n'est pas stipulée, ce qui fait que nous avons des problèmes à ouvrir, même, par exemple. Et ensuite, aucun article de l'accord de Nouméa n'oblige au respect des traditions kanak. Je dis, je suis un militant de l'identité kanak, la citoyenneté calédonienne. Je suis marginal. Mais les deux choses sont liées. Et je crois le comprendre aussi dans les écrits de Mme Gourouet-Dedewé. L'identité, qu'elle soit kanak ou walisienne, c'est vécu au quotidien, dans nos relations de tous les jours. C'est là qu'on doit respecter. Figurez-vous que dans les tribus où nous vivons, quand on demande le respect de l'ordre public coutumier, ce n'est pas des grands chefs des féodaux, nous ne sommes pas des féodaux. Mais c'est comme au Congrès, là. Ici, vous avez des moments où le public est admis à la ici, le public. Mais dans nos commissions, le public n'est pas admis, ni les journalistes. Il en est de même en France, au Conseil des ministres, alors que chez nous, on n'a pas droit au secret. On peut violer la coutume, ce n'est pas un délit. Et comme par hasard, on bouscule, M. de Guerlain peut-être mieux placé que moi, on est jugé sur le délit et non pas sur le fond. Parce que le trouble de la coutume n'est pas... Alors je dis, on parle de quoi là? Je dis que vous êtes appelés les uns et les autres, l'identité kanak concerne tous les Kanaks, quel que soit le parti politique. L'identité walisienne, pareil. Et nous allons causer ensemble au quotidien. Et là, il se passe que j'ai peur un peu d'une chose, c'est que j'ai suivi, j'étais avec Mme Machourot, je fais partie de la délégation de l'accord de Matignon. Et à cette époque, si j'ai bien compris les choses, il a été décidé que nous allons mettre fin au grand rêve kanak, mettre fin. Celui d'avoir un pays juste à nous, comme les Papous le leur, les Vanuatu, tout ça, puis de partager le droit avec ceux et celles que la colonisation, aussi douloureuse soit-elle, nous a amenés comme des frères. Donc c'était une partage de souveraineté entre le peuple kanak, qui a des rapports identitaires à la terre, et puis les autres. Bon, par la suite, dans l'accord de Nouméa, il y a eu changement des termes de la problématique calédonienne. Le problème de la décolonisation concerne l'État, le peuple kanak. On dit ok, mais nous disons que cette décolonisation doit profiter à nous, son dispositif, également à ceux que là. Mais ça a changé, et puis on nous a dit l'État. Parce que lorsque nous avons signé l'accord de Matignon, on était en situation de faiblesse quand même, il y avait l'histoire d'OVA. Puis je pense qu'à droite de l'APC également, parce que M. Chirac a perdu les élections. Il a été dit non, le problème de l'émancipation calédonienne
ne consistait pas à un partage de souveraineté entre communautés différentes, mais c'est une histoire entre blanc et noir. Les Européens symbolisés par leur PCR, puis les Kanaks par FMKS. L'État s'autoproclamant arbitre net, ce qui menait pour elle de se défausser de sa responsabilité des colonisateurs. On en est là. Moi j'ai dit, ça passe pas l'accord de Nouméa avec moi. Ça passe pas. Et là c'est encore pareil. M. Fillon dit voilà. Voilà. Ça fait 2 drapeaux, mais c'est pas prévu, on n'en a jamais discuté. Puis il y a peur que. Il a choisi à l'avance ceux qui doivent représenter les Kanaks, sauf que respecter les. Et puis le reste, basta, là, on va se coucher. Et moi, j'accuse l'État. J'accuse l'État français. Puis l'explication de M. Christac l'autre jour a été un peu tordue, quand même. Il n'a rien dit. Et je sais qu'il y a beaucoup d'amis à droite et à gauche ici. Là. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que nous allons grandir ensemble. Je dis que dans la pagaille actuelle, le grand fautif, c'est M. Fillon, l'État français. Ce n'est pas les Calédoniens. Nous allons en construire ensemble. Il faut qu'on se rattrape. Je m'excuse, mais je suis donné un devoir de marginalité. Aussi, nous travaillons avec M. Nekonépé ou tout ça, parce que la Olydioté Kanak est vécue au quotidien là-bas. Puis on m'a dit aussi que, coutumièrement, j'ai tort parce que politiquement je suis minoritaire, ça me rappelle un socialiste à l'époque. Hein. Voilà. J'ai tort coutumièrement, mais alors, j'ai des amis à l'île des Pins, le grand chef de l'île des Pins, là, on a des problèmes de bêtitio qui nous enquiquinent en ce moment. On les partage. Puis on a des gens qui sont mariés, dans nos mariages, on vit au jour le jour d'identité. Monsieur, voilà, je n'en veux à personne, là, absolument à personne. Mais simplement, faites attention. En Algérie, ça s'est passé déjà la même chose. Il y a eu à un moment donné une tentative de rapprochement entre les colons algériens et puis voilà. Et l'État a cassé. Parce qu'il voulait contrôler. Nous, il faut faire attention à ça. Qu'on aille vers une émancipation choisie, avec des partenaires choisis par l'État. Ben, je dis, monsieur le juge Lucher, qui est un constitutionnaliste, il a participé à la rédaction de la République, il a constaté la dérive quand même. Hein. Il a dit que, s'agissant de la souveraineté partagée, de la souveraineté partagée entre les communautés calédoniennes, on est passé à un transfert de compétences entre l'État et la classe politique. À mon avis, c'est une manière de déresponsabiliser les populations locales dans leur expression citoyenne. Je ne suis pas... Je crois que nous avons construit ensemble. Actuellement, le fautif, c'est l'État. L'État nous embarquait dans une histoire où la population est mise à l'écart. Voilà, Monsieur le Président. Donc, en fait, je suis une minorité de la politique, très très fier de l'être. Et coutumièrement tort parce que politiquement minoritaire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Naïsline. Vous avez la parole, Monsieur Michel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais en quelques mots répondre d'abord à Pierre Frogier et puis rappeler un certain nombre de choses après la déclaration de Rocco Amita. Pierre Frogier s'est livré donc dans son intervention à une attaque personnelle en règle contre un homme, Philippe Gomez. Il nous a donné des leçons de morale assorties de quelques menaces. Et puis, il s'est ensuite longuement justifié sur ses choix
personnelle et sa responsabilité politique. Je voudrais donc revenir un moment sur ces 3 éléments. Sur les attaques personnelles que je regrette, je voudrais dire à Pierre Frogier qu'il peut toujours essayer de personnaliser le débat autour d'un homme, Philippe Gomès, mais je voudrais le rassurer, notre position, ce n'est pas celle d'un homme, notre position, c'est celle d'un mouvement politique qui représente 12 élus au Congrès et 16 000 électeurs dans le pays et quelques milliers d'autres, parce qu'en l'occurrence, en plus, nous ne sommes pas seuls, ni comme groupe politique, ni comme électeurs, à partager cette position. Et donc, je voudrais rassurer Pierre Frogier, nous ne sommes pas tous hypnotisés par un gourou qui s'appellerait Philippe Gomès. C'est une position volontaire, responsable et assumée, non seulement des 10 élus de Calédonie Ensemble, mais également des 16 000 électeurs de Calédonie Ensemble, parce que nous essayons le plus régulièrement possible de consulter nos électeurs et de valider nos stratégies. Donc il ne sert à rien de croire ou de faire semblant de croire que le débat qui nous occupe aujourd'hui est un débat personnel entre les uns et les autres. C'est bien un débat politique porté par donc des élus et un nombre non négligeable de Calédoniens. Au chapitre des leçons de morale, le cas échéant assorti de menaces, donc je constate que Pierre Frogier choisit donc de nous donner aujourd'hui une leçon sur la façon de faire de la politique. Mais je voudrais lui rappeler que nous pensons que les Calédoniens témoignent chaque jour, et chaque jour davantage, qu'ils sont de plus en plus nombreux à considérer que lorsque des formations ou des hommes politiques prennent des engagements vis-à-vis d'eux au moment des élections, eh bien, ils doivent tout simplement les tenir. Et en l'occurrence, c'est bien le problème qui nous anime aujourd'hui, parce qu'effectivement, il n'est pas très compliqué de comprendre que lorsque, avant les élections, on propose par exemple de purger l'indépendance, puis qu'ensuite on propose de faire du drapeau du FLNKS le drapeau du pays, eh bien évidemment, il y a un certain nombre de Calédoniens qui ont du mal à comprendre. Et en tout cas, le constat très clair qui peut être fait aujourd'hui, c'est que cette proposition et ce sujet du drapeau, qui devait être, et j'en donne acte à Pierre Frogier, une proposition de nature à rassembler les Calédoniens, eh bien, est clairement aujourd'hui une proposition qui divise profondément le pays. Alors, on nous indique aujourd'hui qu'il faut faire un grand débat sur le sujet. Il est bien temps. Il est bien temps. Moi, je voudrais rappeler que le groupe Calédonie Ensemble, il a déposé dans cette enceinte, le 13 juillet dernier, un vœu pour que ce débat ait lieu au travers d'une commission spéciale organisée. Et je voudrais rappeler qu'à ce moment-là, bien sûr, le rassemblement UMP, l'Avenir Ensemble, l'Union calédonienne et quelques autres s'y sont formellement opposés, en dépit de cette proposition conforme d'ailleurs, strictement conforme d'ailleurs, au relevé de conclusion du dernier comité des signataires, puisque je rappelle que le point 1.5 de ce relevé de conclusion précisait que la recherche des signes identitaires du pays, les deux qui n'avaient pas encore été adoptés, à savoir le nom et le drapeau du pays, devait se faire conformément aux dispositions de l'accord de Nouméa. Et donc, quand Calédonie Ensemble a fait cette proposition, soutenue d'ailleurs à l'époque par le PALICA, eh bien, la majorité du Congrès s'y est opposée. Je rappelle que nous avons déposé il y a quelques jours, à nouveau, un vœu pour qu'à nouveau, on puisse enfin ouvrir les discussions transparentes que les Calédoniens attendent sur la question du drapeau. Et que la discussion sur ce vœu, lorsque nous l'avons examiné avant-hier, en conférence des présidents, au rez-de-chaussée de ce bâtiment, le groupe Rassemblement, soutenu par l'Union calédonienne et le Parti travailliste et l'Avenir Ensemble, nous ont expliqué qu'il ne fallait pas ouvrir la discussion sur ce vœu. Autrement dit, je salue les déclarations publiques réitérées aujourd'hui par Pierre Frogier sur la nécessité d'avoir un débat public de fond sur la question du drapeau, mais je souhaite
que les paroles soient suivies d'actes. Et je constate que ces 9 derniers mois, à 2 reprises, nous avons fait des propositions dans ce sens et qu'à chaque fois, elles ont été refusées. Je voudrais ensuite dire quelques mots à Rocco Mitan. Pour lui rappeler tout d'abord que nous respectons, nous l'avons déjà dit, mais je vais le redire de la manière la plus claire et la plus solennelle aujourd'hui, nous, à Calédonie Ensemble, nous respectons profondément le drapeau du FLNKS. Nous le respectons pour ce qu'il est, c'est-à-dire le drapeau d'une lutte, le drapeau d'un engagement, le drapeau de sacrifice, le drapeau d'un combat politique dans le cadre démocratique qui est le nôtre, le drapeau d'une histoire. J'avais déjà eu l'occasion de le dire ici, mais je vais le redire. Le drapeau du FLNKS ne nous pose aucun problème. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler à ceux qui l'ont oublié que lorsque, au mois de juillet, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a, par un vœu que nous n'avons pas voté, décidé de hisser le drapeau du FLNKS sur l'ensemble des édifices publics de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons, dans le prolongement de ce vœu, soumis cette question au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, alors présidé par Philippe Gomès, et que, bien que nous ayons voté contre au gouvernement, nous avons respecté l'avis de la majorité et immédiatement, le drapeau du FLNKS a été hissé au fronton du gouvernement. Je voudrais rappeler que nous avons fait la même chose dans les communes où nous avons des élus Calédonie Ensemble. Nous l'avons fait à Thio. À Thio, nous avons également été minoritaires et le drapeau a donc été levé. Et puis dans une autre commune, dans 2 autres communes, à La Foix et à Moindou, ce débat démocratique a eu lieu et là, une majorité communale a décidé de ne pas hisser le drapeau et c'est donc en vertu de ce choix des communes que nous avons, dans un certain nombre de cas, hissé le drapeau et dans un certain nombre de cas, pas hissé le drapeau. C'est au-delà de tous les discours, la meilleure illustration que non seulement nous respectons le drapeau du FLNKS, mais que nous respectons également le choix de la majorité. Et sur cette question, moi j'ai bien entendu ce que Rocco Mitan nous a dit, et j'appelle de mes voeux de la même manière que nous avons déposé un vœu pour créer une commission spéciale sur le drapeau, eh bien, si l'Union calédonienne l'estime nécessaire, que nous discutions au travers d'une loi de pays, qui devait d'ailleurs, à ma connaissance, être déposée et dont on n'entend plus parler, un débat sur l'adoption ou non du drapeau du FLNKS comme signe identitaire du pays, tel que prévu par l'accord de Nouméa, mais de la manière la plus claire et la plus transparente, et surtout conformément à ce qui est prévu par l'accord de Nouméa. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas de problème avec ça. En démocratie, il y a des majorités et des minorités. Si le choix démocratique, c'est celui-là, eh bien très bien, assumons-le. Mais ce qu'on demande, et ce que les Calédoniens demandent, c'est que cette question, comme les autres, parce que chacun a bien compris que le drapeau, ça n'est que l'arbre qui cache la forêt. Mais faisons ce qui est prévu par l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa dit que le drapeau du pays doit être choisi par une loi de pays à la majorité des 3/5 des membres du Congrès. Le dernier comité des signataires a dit la poursuite des questions et l'adoption des 2 signes identitaires qui ne l'ont pas encore été doivent être faits en respectant les règles de l'accord de Nouméa. Moi, je vous dis, ouvrons le débat, discutons et mettons en œuvre ce qui est prévu par l'accord de Nouméa. Et c'est pareil pour les autres sujets, c'est-à-dire les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Alors, au bout du compte, je voudrais conclure en disant 2 choses. La première à Pierre Frogier. Nous assumons nos responsabilités et vous assumez les vôtres.
quelles que soient les attaques personnelles ou les menaces. La deuxième, c'est que les Calédoniens, quels qu'ils soient, ne vous en déplaise, ont le droit de penser autrement, ils ont le droit de le dire et ils ont le droit de le faire savoir. Je vous remercie. Merci, M. Michel. Je donne la parole maintenant à M. Vittori. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur 2-3 affirmations qui ont été faites par mon collègue Philippe Michel. D'abord sur les injures, Monsieur le Président, parce que vous ne l'avez pas entendu, c'était hors micro, mais je viens de me faire encore injurier par un membre du Congrès appartenant au groupe Calédonie Ensemble. Voilà, simplement parce que je rappelais une vérité, c'est-à-dire que Calédonie Ensemble a refusé, depuis février 2009, d'entamer les négociations avant 2014. Voilà. Et bien ça m'a valu, Monsieur le Président, de me faire traiter de merde, voilà, par Monsieur Lanier qui est là. Voilà, je vous le dis, que tout le monde l'entende. Donc voilà ce que, à Calédonie Ensemble, on est capable de dire. Hein, Monsieur Michel se plaint d'être injurié, et bien voilà ce qu'ils sont capables de dire. Vous voyez ? Alors quand on nous parle d'attaques personnelles, quand on nous parle d'injures, Monsieur le Président, moi ça fait 3 fois que je me fais insulter dans cet hémicycle. Voilà. Et moi, non, moi je n'ai pas dit de grossièreté contre quiconque. J'ai affirmé des positions qui sont les miennes, peut-être un petit peu fortement, Monsieur le Président, mais je revendique le fait de pouvoir exprimer mes positions, quelquefois avec passion, mais de pouvoir les exprimer quand même. Voilà. Après, sur les leçons qui nous sont données en matière de cohérence politique. Moi, je me souviens bien, Monsieur le Président, de ce qui a été dit pendant la campagne de 2009. Voilà. Moi, je me souviens, par exemple, que Calédonie Ensemble était contre le transfert de l'enseignement. Voilà. Et je me souviens que juste après les élections, parce que Calédonie Ensemble assurait la présidence du gouvernement, eh bien, on a mis en œuvre ce transfert. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, parmi les enseignants, les syndicats, etc., eh bien, qui ont l'impression de s'être fait berner. Voilà. Petit rappel. Ensuite, je me rappelle aussi que Calédonie Ensemble, pendant toute la campagne, s'est présenté comme le dernier rempart face au rassemblement UMP. Dernier rempart. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président? Quelques jours après l'élection, ils ont passé un accord de majorité avec le rassemblement. Ben, là aussi, moi je peux vous dire qu'il y a des électeurs qui ont le sentiment d'avoir été trahis. Voilà. Alors les leçons, vous savez, on n'en a pas à recevoir. Ensuite, sur le positionnement, moi je me rappelle très bien que pendant la campagne de 2009, par exemple, M. Gomes a fait un débat avec M. Niaoutine pour montrer qu'il était proche des indépendantistes, qu'il était prêt à discuter, à négocier. Il avait alors un positionnement proche des indépendantistes. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, et aujourd'hui, les propos qui sont tenus sont des propos qui sont des propos d'extrême droite. Ce sont des propos qui sont dignes du Front National. Quand on me parle, Monsieur Léonard Sam, vous qui êtes un Kanak, quand on me parle d'autochtonisation de la Nouvelle-Calédonie, j'ai honte, Monsieur Sam, j'ai honte. Ce sont des propos dignes du 19e siècle. Voilà. Ce sont des propos qu'on ne devrait plus entendre en Nouvelle-Calédonie. Voilà. On ne peut pas parler de destin commun quand on tient des propos comme ça. Alors moi, je n'ai pas de leçons à recevoir de ces gens-là. Voilà. Je voudrais quand même vous donner la position de l'Avenir Ensemble sur tout ce qui se passe en ce moment. On l'a dit, ça fait 3 fois qu'on se réunit. 3 fois parce qu'un groupe politique a décidé de bloquer nos institutions, a décidé de bloquer la Nouvelle-Calédonie. Voilà. À chaque fois, on vote pour un gouvernement et aussitôt ce groupe démissionne. Eh bien ça, Monsieur le Président, c'est fini. C'est fini, nous n'accepterons plus ça. Voilà. Pourquoi nous ne l'accepterons pas? Eh bien parce que pour l'Avenir Ensemble, la stabilité des institutions, c'est une priorité. Et c'est une priorité depuis longtemps. En 2007 déjà, nous avons passé un accord de majorité avec le Rassemblement pour assurer la stabilité du gouvernement quand nous en assurions la présidence avec Harold Martin. Voilà, dès 2007. Ensuite, dès 2009, nous avons dit, nous, dans notre programme de campagne, dans nos propositions aux Calédoniens, nous voulons tout de suite, immédiatement après les élections, nous voulons entamer les négociations avec les indépendantistes pour assurer l'avenir. Et c'est ce que nous avons fait.
Et c'est ce qui nous a conduit à soutenir la proposition de Pierre Frogier, la proposition des 2 drapeaux. Parce que pour nous, cette proposition-là, ça n'était pas l'adoption d'un signe identitaire, non. C'était un geste pour permettre le début des négociations. Voilà. Et ce geste-là, il n'empêche pas que nous continuions à avoir des discussions sur les signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'empêche pas. Sauf que pour des raisons politiques, à partir de début 2009, eh bien, il y a un seul groupe politique, Calédonie Ensemble, qui s'est systématiquement opposé au début des négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie avant 2014. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, nous n'accepterons pas de négociations avant 2014. Voilà. Eh bien ça, c'est une position qui, à nous, ne nous convient pas. Donc, je vous le dis, cette position de ce groupe est une position qui est irresponsable. Elle est irresponsable sur le court terme, parce qu'elle met en danger la Nouvelle-Calédonie. Elle crée un sentiment de manque de confiance, une crise de confiance, qui ne tardera pas à se transformer en crise économique. Cette position de Calédonie Ensemble, elle est irresponsable sur le long terme, parce qu'elle ne prépare pas l'avenir. Et on sait que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est la première préoccupation politique des Calédoniens. Donc nous ne laisserons pas faire, Monsieur le Président. Nous avons entamé des discussions avec les différents groupes au Congrès pour mettre fin à ces démissions en série, pour trouver une solution. Et nous allons faire en sorte que ces démissions s'arrêtent. Nous allons faire en sorte que la stabilité institutionnelle soit retrouvée. Et nous allons faire en sorte que les négociations sur l'avenir débutent et qu'elles continuent, pour que la Nouvelle-Calédonie continue à vivre en paix dans la République française. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Vittori. Monsieur Urguet, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'abord, pendant des années, moi, j'étais quelqu'un qui était qualifié d'extrémiste, revendicateur, parce qu'on avait... nous, on battait le pavé, hein, on était dans la rue. Et on nous avait toujours indiqué que dans les institutions, dans les instances comme le Congrès ou les provinces, par exemple, c'était l'endroit où les gens pouvaient revendiquer, les gens pouvaient exprimer des choses, les gens pouvaient faire avancer des dossiers. Et en tout cas, c'était des lieux solennels où les gens se respectaient. Alors, parmi tous ceux qui sont ici, moi je fais partie, même si je suis beaucoup plus âgé que certains autres, je pourrais dire que je suis un jeune élu. Et je m'aperçois, j'ai déjà entendu 2 fois dans cette enceinte, je suis étonné d'ailleurs que le règlement intérieur ne prévoit pas de sanctions. J'ai effectivement entendu 2 fois dans cette enceinte M. Vittori est traité de merde. Donc, je relève effectivement que voilà, les gens peuvent être insultés. Alors, je suis surpris parce que je croyais que c'était le contraire, qu'on ne pouvait pas s'exprimer de cette manière-là dans cette enceinte. Alors, j'en prends acte. Et puis, je suis content de prendre la parole après M. Vittori, hein, un Calédonien. Et moi, dans ma bouche, quand je dis Calédonien, je fais le distinguo moi, entre les gens. Moi, je ne mets pas tout le monde dans les Calédoniens. Il y a des gens qui, pour moi, sont des Calédoniens véritablement, au sens de Nainville-les-Roches, victime de l'histoire de Nainville-les-Roches. Ah, les Calédoniens, ils ont été distingués à ce moment-là. Moi, les produits Mesmer, je ne les qualifie pas de Calédoniens. Alors, peut-être que je vais choquer par mon propos. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et si je dis ça aujourd'hui, je lis ça à la question du drapeau, parce que c'est une proposition qui a été faite de Calédoniens à Kanak. Les gens qui sont ici, qui sont issus de plusieurs générations, qui ont compris la sensibilité des Kanaks et qui ont fait cette proposition. C'est un drapeau qu'ils ont trouvé en phase 2 pendant la lutte. Et ils ont quand même décidé de faire cette proposition. Pourquoi? Ils l'ont expliqué.
Moi, j'ai eu l'occasion ici, dans cette enceinte, de remercier. Je l'ai dit à Pierre Frogier que je le remercie pour ce geste, parce que c'est quelque chose qui nous a touchés. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est une prise en compte. Et ce n'était pas facile de faire une proposition comme ça. Ce n'était pas facile. Mais c'était une reconnaissance, c'était la prise en compte d'un cri qui s'est exprimé pendant des décennies, d'une souffrance d'un peuple, qui a été symbolisée par ce drapeau. Et cette reconnaissance-là, eh bien, on l'a saluée. Les coutumes ont été faites. Alors après, il y a peut-être des voix qui s'expriment ça et là pour dire les Kanaks sont contre ce drapeau. La majorité des Kanaks, les autorités coutumières Kanaks, le Sénat coutumier a pris ce drapeau et l'a remis au Premier ministre de la France quand il est venu pour le hisser au Saria, suite aux vœux de la majorité du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, représentation politique du peuple de ce pays qui est appelé à voter et qui élit les représentants ici. Moi, je comprends tout à fait pourquoi aujourd'hui on en est là. Philippe Gomès ne pouvait pas comprendre ce geste-là. Il ne l'a pas senti parce qu'il n'est pas calédonien. Il est arrivé ici en 1974. Il est différent de Pierre Frogier, d'Harold Martin et de Vittori et des autres qui, eux, sont calédoniens par l'histoire. Alors peut-être qu'il y a des gens, moi j'ai des amis parmi les pieds noirs. Moi j'ai de très bons amis avec qui je partage beaucoup de choses. Mais quand j'entends Philippe Gomès parler du risque d'autochtonisation, mais quel mépris pour les Kanaks! Quel mépris pour le peuple premier de ce pays. Et quand on parle de risque, c'est quelque chose qui pourrait subvenir. Le risque d'autochtonisation. Moi, j'oppose à ça, j'oppose la pied-noirisation depuis plus de 40 ans de mon pays. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai des amis pieds noirs. Mais je ne permets pas qu'un pied noir insulte mon peuple. Je ne le permets pas. J'ai eu aussi l'occasion de dire, qu'est-ce qu'on reproche à notre drapeau? D'avoir symbolisé notre lutte. Moi je dis symboliser notre souffrance. Et je me souviens de ce que disait Kwamitan quand le drapeau a été hissé à la province sud. En parlant du drapeau bleu, blanc, rouge, qui a été hissé en 1853 par les représentants de la France, disait que les vieux qui étaient présents, ils voyaient ce chiffon qui s'élevait dans le ciel. Ils ne savaient pas que ça leur confisquait leur souveraineté pour des décennies et des décennies. Si vous aviez été là, vous avez entendu ce genre de paroles, vous aurez compris pourquoi pour nous c'était très important. Que la proposition de Pierre Frogier est venue en quelque part pour atténuer ces souffrances dont nous sommes les héritiers. Ici, là, les Kanaks qui sont ici, on est les héritiers de tous ces vieux-là qui ont souffert depuis ce moment-là. Malgré tout ça, malgré la situation de marginalisation de notre peuple, moi je vais vous dire, pourquoi en 1981 j'ai créé l'USTKE? Parce qu'on était absent partout. La plateforme revendicative sur laquelle on a créé l'USTKE, le premier point c'était quoi? C'était priorité d'emploi au Kanak. Pourquoi? On était absent partout. Partout. Ça, c'est la résultante de ce qui a commencé en 1853. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont oublié parce qu'il y a eu des accords signés. Et je salue nos anciens, nos responsables qui ont été capables de faire ces avancées. Nainville-les-Roches, la reconnaissance des victimes de l'histoire, la main tendue des Kanaks. Et ensuite en 88, et ensuite en 98, à chaque fois cette main tendue. Peut-être forcée, mais elle a été tendue quand même. Forcée parce qu'on n'a pas la souveraineté sur notre pays. Mais elle a été faite, cette main tendue. Exploiter la question du drapeau. Moi, je ne vais pas revenir sur ce que le président Wamitan a dit. Il a dit on relève les défis, on sera prêt à relever les défis. Ça, je peux vous le garantir. Partout.
où vous voulez, on va relever les défis. Mais lui, il a dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais arrêtez de jouer. Arrêtez de croire que vous pouvez tout vous permettre et que nous, on va subir tout le temps. Moi, j'ai visité hier le bureau du pharaon, là, au 4e étage. Mais je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Quand la mégalomanie n'a plus de limite, ben voilà quoi. Voilà, on en arrive à quoi? À exploiter la moindre des choses, quoi. Mais je crois que c'était une erreur d'avoir exploité la question du rapport. Parce que c'est simplement de l'exploitation politique électoraliste. Simplement ça. Pour se distinguer, pour en faire un fonds de commerce politique. C'est dommage. Moi, je te dis c'est dommage parce que, pour citer le Parti travailliste, oui, parce qu'on s'est inscrit dans la démarche. On a dit, mais pourquoi pas, allons-y. Nous, si on est arrivé ici, c'est par la critique de l'accord de Nouméa. Si on est arrivé ici. Et pourtant, parce qu'on a des débats aussi au sein de notre parti, et pourtant, ben on essaye de faire en sorte que ce que nous faisons aujourd'hui, ça accompagne aussi ce que les anciens ont fait. Parce qu'on ne prétend pas être meilleur qu'eux. Et chacun en son temps, il essaye de faire les choses au mieux, comme il pense être le mieux pour les gens qu'il représente. Alors après coup, on peut peut-être dire, oui, mais il avait tort. Non. Nous, on va essayer d'accompagner. Mais fondamentalement, les choses, elles restent. Et si vous voulez qu'on vous respecte, alors respectez-nous. Vous dites que vous respectez notre drapeau, alors que par ailleurs, vous en faites de l'exploitation politicienne. Vous croyez qu'on n'a pas suffisamment, comme disait Roch tout à l'heure, on n'a pas suffisamment appris de vous pour connaître ce qu'il y a en dessous. Il y a les mots et puis il y a les faits. Vous nous avez appris, votre culture nous a appris à distinguer les mots des faits. Donc, on analyse très bien les choses. Donc, pareillement, nous, on votera cette délibération parce que ce sont des institutions qui doivent fonctionner. Maintenant, le 1er avril le soir, ben, on verra comment les choses vont se passer et chacun prendra ses responsabilités. Merci. Merci, M. Uregueil. Il n'y a plus d'intervention. Bien, je remercie chacun des intervenants pour les mots qui ont été dits. Nous allons peut-être passer maintenant à la suite de nos travaux. Donc, nous allons passer à la lecture de la délibération, Monsieur le secrétaire général. Délibération fixant le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, article 1er. Le nombre de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fixé à 11. Article 2. La présente délibération sera transmise au commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Bien, nous allons passer le projet de délibération aux voix. Qui l'approuve? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Calédonie ensemble s'abstient.
Bien. Le résultat du vote, Monsieur le secrétaire général. La délibération est adoptée avec 43 voix. Bien. La délibération est adoptée à l'unanimité. Bien, nous en avons fini. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, 1er avril, 9 h, pour procéder à l'élection des membres du gouvernement. Merci à tous. Monsieur Gay. Ah, Monsieur Gay, Oui, attendez. Monsieur le Président, excusez-moi, juste 2 secondes. Je voudrais savoir quelles sont les suites données aux insultes proférées. Quelle est la vis-à-vis d'un de nos collègues là? Parce que je pense qu'il ne faut pas laisser passer comme ça. Là. Il y a une démarche du Congrès, comment ça se passe? On doit signer quelque chose? Peut-être que M. Vittori pourrait accepter des excuses si elles lui étaient faites publiquement. Avec des fleurs, alors. Monsieur le secrétaire général, vous pouvez nous donner On consulte le lecture? règlement. Alors, l'article 88 stipule que toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute impérialisation de collègue à collègue est interdite. Et d'autre part, les membres du Congrès doivent avoir une tenue décente. Donc, il existe des sanctions disciplinaires qui sont applicables aux membres du Congrès, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, l'inscription au procès-verbal avec censure, l'exclusion provisoire dont la durée ne peut excéder 8 jours. Le rappel à l'ordre est prononcé par le seul président. Et rappelé à l'ordre, tout conseiller qui cause un trouble quelconque dans l'hémicycle par ses interventions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y soumet et demande à se justifier. Lorsqu'un membre a été rappelé 2 fois à l'ordre dans la même séance, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier s'il la demande, doit consulter le Congrès à main levée et sans débat pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question. Les 3 dernières sections, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, l'inscription au procès-verbal avec censure, l'exclusion provisoire, ne peuvent, sur la proposition du président, être prononcées que par le Congrès à la majorité des membres présents. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout membre qui, dans le cours des 3 séances consécutives, aura été rappelé 3 fois à l'ordre, ce qui n'est pas le cas. La censure peut être prononcée contre tout membre qui, dans le cours d'une session, a encouru 4 fois le rappel à l'ordre. Elle entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée, ainsi qu'au cours de la séance suivante. Je n'ai pas terminé, monsieur Lallier, s'il vous plaît. Ce n'est pas le cas. L'exclusion provisoire peut être prononcée contre tout membre qui, dans le cours d'une séance, a causé le scandale et troublé les débats d'une manière grave. Le vote de cette mesure n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 24 heures après les incidents qui l'ont motivé. Donc, c'est simplement le rappel à l'ordre. Bien, voilà le rappel du règlement, Monsieur Frogier. Donc, ce sera peut-être consigné dans le PV, mais je tenais à rappeler simplement que l'intervention de M. Vittori, c'était pendant l'intervention de M. Michel. Et donc, c'était, j'allais dire, peut-être en aparté, hein, avec monsieur... voilà. Et donc, ça serait passé inaperçu peut-être si vous ne l'aviez pas soulevé. Oui, publiquement. mais quand Voilà. même, hein, monsieur le président, vous allez quand même pas être partial comme ça. Vous pouvez le suspendre, là, 4 jours, 1 semaine. Oui, monsieur Michel. Monsieur Michel. Oui, merci, monsieur le président. Au nom du groupe Calédonie Ensemble, même si ce n'était pas une intervention au micro, il est clair qu'on ne peut pas cautionner, ça me paraît clair, hein, moi je le dis très clairement, des noms d'oiseaux ou des insultes même hors micro. Donc je présente les excuses du groupe Calédonie Ensemble à monsieur Vittori. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, monsieur Michel. Donc, la séance est levée. Merci.